Mars 1959. Lhasa retient son souffle. La ville est perchée haut, entourée de montagnes sèches et immobiles. Mais ce matin-là, rien n'est immobile. Les rumeurs circulent, les regards s'évitent. Les portes se ferment plus vite que d'habitude. Dans le palais du Potala, un homme de 23 ans écoute les rapports qui se succèdent. On parle d'une invitation officielle des autorités chinoises. On parle d'une convocation inhabituelle. On parle d'une foule qui se rassemble pour empêcher son départ. À l'extérieur, des milliers de Tibétains encerclent le palais. Ils disent vouloir le protéger. Ils craignent qu'il soit arrêté s'il répond à l'invitation. À l'intérieur, les conseillers débattent. Rester, partir. Deux mots simples, deux conséquences irréversibles. À 23 ans, il comprend que ce moment ne concerne pas seulement sa sécurité personnelle. Il concerne la possibilité même d'une continuité politique. Dehors, les soldats chinois sont déjà positionnés dans la ville. Le temps ne s'écoule plus normalement. Chaque heure réduit l'espace de décision. Tenzin Gyatso a été reconnu comme 14e Dalai Lama alors qu'il n'était qu'un enfant. À 2 ans, il quitte son village pour rejoindre Lhasa. Son existence bascule. Il grandit au cœur du pouvoir tibétain. Un univers clos, structuré, ancien. Mais le monde autour change. En 1950, l'armée populaire de libération entre au Tibet. Il a 15 ans. L'année suivante, un accord en 17 points est signé entre des représentants tibétains et Pékin. Le texte prévoit l'intégration du Tibet à la République populaire de Chine avec la promesse d'une autonomie interne. Sur le papier, l'équilibre semble possible. Dans la réalité, l'asymétrie est immense. À 16 ans, il assume officiellement le pouvoir politique. Il n'a pas choisi le moment, il n'a pas choisi le contexte. En 1954, il se rend à Pékin. Il rencontre Mao Zedong. Il découvre la mécanique d'un État centralisé, sûr de sa force. Il écoute, il observe, il apprend. Il comprend que le Tibet ne dispose ni d'armées comparables, ni d'alliés solides. Il comprend que toute confrontation directe serait perdue d'avance. Dès lors, sa fonction se transforme. Il ne s'agit plus seulement d'administrer un territoire. Il s'agit de préserver une marge d'existence dans un rapport de force déséquilibré. À partir de 1956, les tensions s'intensifient dans l'est du Tibet. Des révoltes éclatent. La répression est sévère. Des réfugiés arrivent à Lhasa. Ils racontent les arrestations, les bombardements, les disparitions. Les récits circulent, fragmentaires mais insistants. Lhasa reste encore relativement stable, mais la confiance s'effrite. Les autorités chinoises renforcent leur présence. Les réunions se multiplient. Les garanties d'autonomie paraissent de plus en plus théoriques. Tenzin Gyatso tente de maintenir une ligne étroite. Éviter l'insurrection ouverte. Éviter la rupture brutale. Il sait que l'armée tibétaine ne peut rivaliser. Il sait aussi que l'acceptation totale équivaudrait à une absorption complète. Puis arrive l'invitation de mars 1959. On lui demande d'assister à un spectacle au quartier général chinois. Condition inhabituelle, venir sans escorte tibétaine. La nouvelle se répand rapidement. La population interprète cela comme un piège. Le 10 mars, des milliers de personnes se rassemblent devant le palais. Ils affirment qu'ils ne le laisseront pas partir. Le mouvement se transforme en soulèvement. Les slogans se radicalisent. La situation échappe au contrôle. S'il soutient la foule, il valide l'insurrection. S'il la désavoue,
il risque de briser la confiance de ceux qui disent vouloir le protéger. Les bombardements commencent autour de la ville. Les conseillers se succèdent. Les avis divergent. Rester serait un symbole de fermeté. Mais rester pourrait signifier l'arrestation immédiate. Partir préserverait une possibilité de parole. Mais partir ressemblerait à une fuite. Il a 23 ans et il doit décider seul. La nuit du 17 mars 1959 est froide. La pluie tombe sur Lhassa. Pas une pluie violente, une pluie fine, persistante, presque silencieuse. À l'intérieur du palais, les lumières sont tamisées. Les couloirs paraissent plus longs que d'habitude. Les pas résonnent doucement. Il sait que des obus sont tombés à proximité. Il sait que les positions chinoises se rapprochent. Les échanges sont brefs. Les visages sont fermés. La décision se forme lentement. Elle n'a rien d'héroïque. Elle est calculée. Il s'approche d'une fenêtre. La pluie trace des lignes fines sur la pierre. Au loin, il distingue des silhouettes, des hommes, des femmes, immobiles sous l'eau froide. Ils sont restés là, pour lui. Il comprend que certains sont prêts à mourir pour qu'il reste. Ce n'est pas un choix entre courage et lâcheté. C'est un choix entre disparition immédiate et survie incertaine. S'il reste et qu'il est capturé, il deviendra un symbole contrôlé par d'autres. Sa voix pourrait disparaître. Le pouvoir tibétain serait absorbé sans relais extérieur. S'il part, il perd immédiatement son territoire. Il laisse derrière lui le palais du Potala. Il laisse une capitale vulnérable. Le choix n'est pas entre victoire et défaite. Il est entre deux formes de perte. Il hésite. Il a 23 ans. Déguisé en soldat, il quitte le palais dans la nuit. La pluie couvre les bruits. Les rues sont sombres. Quelques proches l'accompagnent. On parle peu. Chaque pas l'éloigne d'un lieu qu'il ne reverra peut-être jamais. Il ne s'agit pas d'une fuite improvisée. C'est un retrait stratégique. Mais vu de loin, personne ne perçoit la stratégie. On ne voit qu'un départ. La traversée vers l'Inde dure près de 2 semaines. Les cols sont enneigés. L'air est rare. Les nuits sont glaciales. Le groupe avance principalement dans l'obscurité pour éviter d'être repéré. Le jour, on se cache. On attend. On écoute. Le risque d'être intercepté est constant. Chaque bruit lointain peut signifier une patrouille. Chaque détour rallonge le trajet. Il ne sait pas avec certitude s'il atteindra la frontière. Il ne sait pas quelle sera la réaction internationale. Il avance, pas après pas. Toujours le même rythme, toujours la même pente. Le silence n'est pas seulement prudence, il devient méthode. On ne parle que lorsque c'est nécessaire. On efface les traces quand on peut. La distance avec Lhassa augmente. Mais le risque ne diminue pas. Chaque crête franchie en dévoile une autre. Chaque vallée traversée laisse place à une nouvelle montée. Le déplacement devient presque mécanique. Marcher, s'arrêter, observer, repartir. À 23 ans, il marche vers un avenir sans territoire. Le 31 mars 1959, il franchit la frontière indienne. L'Inde lui accorde l'asile. À Lhassa, l'insurrection est écrasée. La répression est rapide. Le départ est interprété de 2 manières opposées. Pour Pékin, il s'agit d'une trahison, un dirigeant qui abandonne son territoire. Pour d'autres, c'est une nécessité stratégique.
En exil, il s'installe à Dharamsala, une petite ville de montagne dans le nord de l'Inde. Là, lentement, une administration en exil prend forme. Des ministères sont recréés, des écoles sont ouvertes pour les réfugiés. Une structure politique se reconstitue. Mais gouverner sans territoire change la nature du pouvoir. Il n'a plus d'armée, plus de contrôle direct sur les décisions prises au Tibet. Il ne gouverne plus un espace, il représente une continuité. Les décennies passent. Le Tibet se transforme sous administration chinoise. Infrastructures, routes, développement économique. Depuis Dharamsala, l'influence concrète reste limitée. Être chef sans territoire a un coût. Chaque déclaration peut avoir des conséquences pour se rester sur place. Chaque silence aussi. Il doit peser ses mots. En 1989, il reçoit le prix Nobel de la paix, reconnaissance internationale. Mais pas de changement immédiat sur le terrain. Plus tard, il transfère progressivement ses responsabilités politiques à une direction élue en exil. Préparer l'après, réduire la dépendance à une seule figure. Pendant ce temps, le palais du Potala demeure à Lhasa. Un bâtiment blanc et ocre posé sur la colline, visible, stable. Lui gouverne depuis une montagne étrangère. Sa capitale est devenue un souvenir, un lieu qu'il n'a pas revu. Le contraste est simple, un palais immobile, un chef en mouvement permanent. En 1959, un homme de 23 ans a quitté son palais sous la pluie. Il aurait pu rester, il aurait peut-être été arrêté, il aurait peut-être disparu du paysage politique. Il est parti. Et il a continué à parler depuis l'extérieur. Ce choix a maintenu une voix. Il a aussi laissé un territoire sans son dirigeant. La survie stratégique ne produit pas d'images spectaculaires. Elle produit une continuité fragile. Un chef doit-il mourir avec son palais ou survivre sans lui ?